Ça va un peu sérieux, nous sommes sur Ouro Africa, passe une belle soirée. Une émission qui parle au continent africain. Alors, Paul-Stéphane Menunga, lorsque vous observez cette flambée en termes d'institutions, qu'est-ce que cela vous procure comme réflexion? Nous avons eu des bouleversements du côté du Parlement avec de nouvelles personnalités à la tête des différents perchoirs. Aujourd'hui, c'est le vice-président qui est annoncé et qui arrive quasiment dans les prochains jours, prochains mois. Peut-on dire qu'on est véritablement dans la construction d'un nouveau paradigme en termes d'assises institutionnelles, ou alors, comme semble le marteler une certaine opposition, qu'on est dans un stratagème de pérennisation à l'infini d'un ordre gouvernant et d'un système qui, justement, ne veut pas partir? Non, en réalité, on est dans la continuité du syndrome de Parkinson. Et le professeur Claude Abbé appelle souvent ça la gesticulation institutionnelle. Ce n'est rien de plus. On est dans une gesticulation institutionnelle incroyable. Parce que, je ne l'ai peut-être pas évoqué au début de mon propos, vous avez deux personnes dans la Constitution qui peuvent assurer la vacance. Vous avez vu ça où dans le monde? Ça veut dire que vous avez deux institutions qui sont là, qui peuvent assurer la vacance du président de la République. Nous avons le président du Sénat. Le Sénat. Et le vice-président n'est pas nommé. Là, nous sommes au Cameroun. Oui, parce qu'il faudrait bien préciser le débat actuel. Pour ceux qui nous regardent sur le continent, Paul-Stéphane, c'est au Cameroun, plus qu'ailleurs. Le poste de vice-président ne crée pas autant de crispations et de cristallisations. Exactement. Vous avez déjà vu ça où dans le monde? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on va voir ça. Parce que quand vous analysez, il faut contextualiser le retour du poste de vice-président pour comprendre pourquoi en réalité on n'est pas véritablement d'accord avec. Quand vous analysez le poste de vice-président au Cameroun, vous comprenez qu'en fait, une certaine oligarchie, parce que l'oligarchie, c'est un groupe d'individus qui dirigent un État pour leurs propres intérêts. Ils ont compris qu'en fait, avec la nature, il est possible qu'il y ait vacance du pouvoir, parce que quand on a l'âge du président, il peut avoir vacance du pouvoir à tout moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver le pouvoir si il faut créer un poste de vice-président pour continuer à contrôler le pouvoir. Comme ça, s'il y a vacance de la présidence, on ne va pas aux élections. On va jusqu'en 2032 et on a le temps de se préparer. À ce niveau, Paul-Stéphane, c'est un projet de loi qui est porté par l'exécutif. On a vu le ministre d'État, Laurent Esso, garde des Sceaux, justement, qui porte le projet. On n'a pas vu un apparatique du pouvoir là-bas. C'est-à-dire, il avait la posture d'un envoyé qui, justement, mettait en scène une orientation politique. J'ai envie de vous dire que celui qui portait ce projet de loi est un tenancier ou un pilier de cette oligarchie-là. Voilà. Je pèse mes mots. Un tenancier. Vous faites bien de les peser, Paul-Stéphane. Et un pilier de cette oligarchie. Et si on s'arrête au débat juridique, on va se casser la figure. Ce débat est juridique, il est politique et il est même anthropologique. Alors, le politologue comprend-il la posture d'une certaine frange de l'opposition camerounaise qui estime jouer les bons seigneurs en disant que ce débat n'est pas d'actualité pour eux, pour elle, cette opposition-là, parce qu'ils n'ont pas véritablement en leur besace les moyens de pouvoir aller au-delà d'une observation béate d'une situation. Jean-Moïse Mok sur le plateau accepte la situation. Betjangi Zogo de l'UPA, lui aussi, semble sans force face à ce qui se passe et que justement tout le monde se plie face à cette puissance de l'orientation qui met en place un vice-président. Je dirais simplement qu'en fait, cette décision ou cette modification constitutionnelle doit être une source de motivation pour l'opposition. Voilà, merci. L'opposition aujourd'hui doit se dire on va aux élections parce qu'on va modifier cette constitution-là. Elle est on va me l'abroger si nécessaire. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si en 2026 ou 27, l'opposition contrôle le Parlement, l'opposition a les moyens de dire que je modifie cette constitution. Parce que l'initiative des lois
appartient concurremment à l'exécutif et au législatif. Voilà. Donc je pense que c'est là où l'opposition devrait se concentrer aujourd'hui, en disant que, ok, puisqu'on est dans un état de droit, on ne va pas descendre dans la rue pour faire la guerre, pour empêcher que vous modifiez la Constitution. On va travailler pour avoir la majorité parlementaire et donner au peuple camerounais une constitution civilisationnelle et non une constitution politicienne. C'est là le grand danger aujourd'hui. Ça ne sert à rien de disperser les énergies. Parce que quand on s'attaque même aux partis d'opposition qui sont au Parlement, j'ai envie de vous dire que même pour que vous preniez la parole au Parlement, il faut avoir au moins un groupe parlementaire. Ouais. Quand on convoque la conférence des présidents au Parlement, vous n'avez pas de groupe, vous allez parler quoi? Donc vous voyez que ici en même temps, on s'adresse en même temps à qui? Au peuple qui est en train de se plaindre dans les bars, sur Facebook. On est en train de leur dire que quoi? Dans une démocratie de tropique comme celle du Cameroun, on ne donne pas le législatif et l'exécutif à un même parti politique. Sinon, on tend vers une dictature. Parce qu'on est dans une dictature aujourd'hui, parce qu'on a un parti politique. Bon, dictature, on peut ajouter institutionnelle. Pas dictature. Pourquoi maintenant vous jouez avec les mots? Au sens premier du thème. Pourquoi maintenant vous voulez jouer avec les mots? Quand nous on parle de dictature, maintenant vous voulez jouer avec les mots? Dictature, ça vous fait peur? Au sens premier du thème. Si ça vous arrange, Mais c'est une dictature. si ça vous arrange. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un pouvoir exécutif et on a le monsieur qui contrôle l'exécutif qui a plus de 150 députés. Il vous impose donc les lois les plus abjectes. Et ceux à qui vous avez délégué votre pouvoir, c'est-à-dire vos parlementaires, vont voter ces lois les plus abjectes. Eux, ils sont à la hauteur, ils ne trahissent pas un peu. Ou alors, ils sont dans la discipline des institutions politiques telles qu'ils aiment bien la présenter. J'aime bien votre question parce que ça me permet toujours de m'adresser au peuple. Ce n'est pas n'importe qui est député dans un pays. Et c'est là où je donne raison au prof Koumfondo. Qui, en 2020, vous avez dit qu'au Cameroun, même un fou peut être député. Et c'est vrai. Ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il y a des questions républicaines où on met la discipline du parti de côté. On vote pour le Cameroun. Mais les députés du parti au pouvoir n'ont pas cette conception républicaine-là. Dans un pays, j'insiste, ce n'est pas n'importe qui est député, parce qu'en réalité, le vrai pouvoir dans un pays, c'est le pouvoir législatif, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pour ça que tous les présidents dans le monde se battent pour contrôler les différentes chambres parlementaires, parce que quand vous ne contrôlez pas le Parlement, vous ne gouvernez pas. Donc l'opposition, aujourd'hui, j'insiste, doit travailler pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse contrôler le Parlement en 2027. Parce que si l'opposition contrôle le Parlement en 2027, l'opposition peut limiter le mandat présidentiel au Cameroun. Oui. L'opposition peut supprimer même cette disposition abjecte évoquée par Dieudonné et Vouna, parce que c'est abject qu'un président nomme les sénateurs. Ça n'a aucun sens. Contrairement à ce qu'ils pensent, nous on a décrié ça depuis. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas nommer des sénateurs qui vont voter des lois. Je dis ça n'a aucun sens, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan juridique. Mais pour changer ça, il faut donc contrôler le Parlement. Et je sors donc en disant que, et là c'est une digression, monsieur vous ne s'est pas rendu compte qu'il s'est concrétisé lui-même. Quand lors de sa prise de parole, il a dit qu'il n'y a pas de dauphin. Mais lui-même, il a encore parlé de succession. Oui. Quand on parle de succession, ça veut dire qu'il y a un dauphin. Et Paul Biya vous dit que dans une république qui fonctionne bien, il n'y a pas de dauphinat. Donc dans une république qui ne fonctionne pas bien, il y a le dauphinat. Quand vous regardez dans le Cameroun, depuis 2018, laissons même le reste des années, est-ce que le Cameroun fonctionne bien? Kangate, Covid-Gate. On fait le mélange des débats. Permettez. Ce n'est pas une confusion entretenue. Ce n'est pas une confusion. Je vais vous démontrer quelque chose. Très rapidement. Kangate, Covid-Gate, aux instructions, Premier ministre qui inaugure, qui passe tout un mandat à inaugurer les barrages, à poser les premières pierres, son pouvoir qui est contesté. Sportgate, panier de la ménagère, c'est le chaos. SMIC, c'est le chaos. Le travail, il n'y en a pas.
la lumière, manque de lumière, manque d'eau. Je continue de citer. Est-ce que le Cameroun fonctionne bien? Vous comprenez donc, quand vous revenez à ce que j'ai dit, le contexte, qu'en fait, ceux qui entourent le président de la République et le président lui-même savent qu'il n'a plus la force pour diriger le Cameroun. Il lui faut ce que j'ai appelé une béquille constitutionnelle pour diriger le Cameroun. Je ne serais pas surpris que le président n'assiste plus au défilé du 20 mai. Je ne serais pas surpris que le président ne fasse plus de discours le 31 décembre ni le 11 février. Je ne serais pas surpris de voir le président uniquement en 2032, si Dieu lui permet d'atteindre cette date-là. Merci Paul Stéphane Menunga pour votre exercice de divination. Qui est très clair. On va vous laisser responsable de vos propos et prendre l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok sur justement cet avenir institutionnel au Cameroun qui s'inscrit en point d'interrogation. On l'a dit, le débat, pour ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux qui réagissent sur nos plateformes, porte sur la vice-présidence et tout ce qui entoure justement ce débat-là, c'est les questions de succession. Le président Paul Biya l'a dit, vous l'avez écouté avec beaucoup d'attention, je suppose. Dans un pays qui fonctionne bien, les questions, ou alors des exercices autour de problématiques telles le Dauphinat, ça sonne mal. Jean-Moïse Mbok, aujourd'hui, 2026, le politologue sur le plateau fait un descriptif, pas de nature à l'assurer, dans les prochains jours. Mais est-ce que vous, j'ai posé la question concernant le Parlement, est-ce que vous avez senti les représentants du peuple à la hauteur? Vous avez observé et écouté la qualité des échanges. Est-ce que vous avez trouvé justement un Parlement attentif au devenir et responsable par rapport à ce que le Cameroun deviendra dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Alors, il faut dire que je n'ai entendu que, je crois, le sénateur Zengele, qui a donné un avis que tous les Camerounais, comme Paul Stéphane Menunga, donneraient dans une lecture normale. Il y a aussi, je crois, la députée de l'UNDP qui a également donné son avis, la députée du PCRN, Roland Goïsi, qui a donné un avis. Donc, on a... Nouran, bon, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'avis de Nouran. Et à Roland Ngoïsi. Aller dans un sens. Oui, moi je suis avec contraire à Roland Ngoïsi. Nouran, moi je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais Roland Ngoïsi. Donc vous avez quand même un ensemble de députés, quoi qu'on dise, qui ont donné un avis. Maintenant, souvenez-vous que le président Dato, quand il faisait son discours introductif, il a rappelé que ce sera la majorité que ça va être arrêté. Donc on savait déjà que c'était plié. Mais vous savez, cette situation fait en fait le procès de l'opposition. D'abord, j'ai envie de saluer les partis comme le SDF, qui sont là depuis, l'UNDP, le FSNC, l'UDC, le PCRN, aujourd'hui, qui sont au Parlement. Parce qu'eux, ils ont compris que ce n'était pas une affaire de quartier. C'était là-bas que ça se passait. Oui, ça se passe là-bas, mais on fait là-bas pour faire le nombre aussi. Non, ça se passe là-bas. Eux, ils ont fait là-bas. Premièrement, ça se passe là-bas. Mais ils ont fait quel nombre? Ils se sont battus comme ils sont battus. Mais nous sommes en train de vous dire que c'est un procès et de la République et de l'opposition. Mais le pouvoir en place profite justement des égarements de cette jeunesse qui n'a pas compris son rôle et sa mission, qui préfère les bars et les plaisirs. Le pouvoir en place profite de la division de l'opposition qui n'a pas compris qu'on devait tous aller à cet endroit-là, créer des blocs et pouvoir défendre les Camerounais. Parce que dans un état de droit, on ne défend pas les Camerounais dans la rue. 2018, en fait 2020 nous a démontré, et un parti politique aujourd'hui, c'est même son procès qu'on fait en priorité. Celui qui a refusé d'aller aux élections en 2020. Voilà le premier traître de la République. C'est lui, tout ce qu'on fait là, c'est lui. Alors vous faites allusion au MRC du professeur Maurice Kamto. Pourquoi on n'est pas allé aux élections? Pourquoi la politique de la chaise vide? Donc, si les partis d'opposition ne tirent pas de leçons de ce sommet de la montagne, on va recommencer à redescendre la pente, mais désolé, députés honteux, ridicules, et tout le monde va se trouver dans le RDPC, parce que finalement, ça va être ça. Donc, aujourd'hui, Stéphane, les quelques députés qui ont parlé, nous les saluons, et nous disons, vous n'êtes pas seuls. Les autres qui ne sont pas encore entrés doivent comprendre que ça ne sert à rien de venir crier sur les plateaux de télévision. Parce que somme toute, nous faisons la politique pour qui? C'est pour les populations.
Nous faisons la politique pour qui? C'est pour que le Cameroun se porte bien et que les richesses soient mieux réparties. Quand vous suivez le discours du chef de l'État le 6 novembre 2025, est-ce qu'il vous a peint un pays qui va bien? Est-ce qu'il vous a présenté un pays qui va bien? Et quand vous voyez dans l'homme dans son construit, il vous dit que le Dauphinat ne sonne pas bien dans un pays qui marche normalement. Mais le 6 novembre, il vous dit que le pays ne marche pas normalement. Lui-même, il l'a dit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, elle n'est que logique. Ce n'est que comme le pays ne marche pas comme je pense, comme je souhaite, et les choses ne vont pas bien, alors, je me dote donc d'un collaborateur qui ne va pas être contesté comme vous contestez X ou Y. Je ne sais pas les noms. Je me dote d'un collaborateur qui pourra n'appartenir à aucun clan. Même s'il appartient selon vous à un clan, pour moi, ce sera l'homme que j'aurais choisi et qui va me représenter, me ressembler et faire le travail que j'aurais pu faire en temps normal, quand aussi je me portais encore bien. Mais comme ce n'est plus le cas, je me dote d'une personnalité... Il porte mal. Bon, son âge quand même, reconnaissons que c'est même un exploit qu'il soit debout et qu'il parle. On n'est pas des sorciers ici en Afrique. Grave, là, mais non, j'ai dit à son âge, reconnaissons que c'est une grâce de Dieu qu'il soit debout et qu'il parle et qu'il marche. Le Sénégal était plus âgé que le président Biya. Il faut saluer ça. Et il était actif dans combien sommes morts très longtemps avant lui? Saluons ce qu'il est. C'est pas le débat. Donc, très bien, merci. Donc, ce que je suis en train de dire, Stéphane, c'est qu'il faudrait aujourd'hui qu'on comprenne la logique de celui qui impulse cette dynamique de vice-présidence comme un souci d'accomplir sa parole. Je lui fais confiance. Non, il a dit à l'hémicycle qu'il a entendu le problème des Camerounais et il va prendre des mesures pour que ces problèmes soient résolus. Donc, s'il a engagé des réformes de bonne foi et de manière sincère, mais nous faisons la politique pourquoi? C'est pour le bien des populations. C'est pour ça que franchement, Stéphane, je m'en fous de ceux qui n'ont pas compris la politique. La politique, ce n'est pas venir injurier les gens. Ce n'est pas venir montrer qu'on est plus gueulard que les autres. Pendant la campagne, je l'ai fait. Et je l'ai même très bien fait. Ils étaient où pour apprécier, non pas apprécier. Mais aujourd'hui, quand vous tenez un langage de pacification, c'est les mêmes sorciers qui viennent vous donner l'impression que vous faites mal. Parce que eux, ils se nourrissent du sang des Camerounais. Ils se nourrissent de la violence et de la méchanceté. Nous disons que nous, là, nous ne faisons pas la politique comme ça. Il y avait un avant 2025 et un après 2025. L'après 2025, c'est les hommes politiques qui se disent attention. Oui. Les erreurs de nos pères, c'était quoi? 1, le refus de se mettre ensemble. 2, le boycott. 3, le refus d'éduquer les populations. De manière à ce qu'elles comprennent qu'elles sont centrales dans cette affaire. 4, éviter de créer une nation d'invectives, d'injures et de tribalisme. À partir de là, nous avons compris qu'il faut tenir un discours différent. Et le discours aujourd'hui, c'est que celui qui gouverne, laissez-le gouverner, mettez-le devant ses responsabilités, mais par ailleurs, préparez-vous à aller à l'hémicycle changer ce que vous pensez qui doit être changé. Merci Jean-Maurice Mbok. Alors, Jean de Dieu Vouna, les Camerounais s'interrogent, les problématiques n'en finissent plus. Nous sommes assaillis, le téléphone. Ça on peut confirmer. De partout. La question qui semble revenir de façon précise, c'est le signal. Qu'est-ce que, justement, cette érection du poste de vice-président envoie comme signal? Est-ce un verrou? Est-on en train de verrouiller pour le pouvoir en place? Est-on, justement, dans l'apparat, avec de réels pouvoirs? Ou alors, ce poste de vice-président parle à la communauté internationale comme un signal de stabilité? Parce qu'il faut aussi reconnaître que lorsque l'on sait qu'il y a une transition qui est actée, normée, calibrée autour d'institutions et d'individus, parce que le vice-président, ça sera une personnalité, tout à fait. Elle peut rassurer les investisseurs que justement, il y a de la continuité, comme on dit dans le service public, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter s'il adviendrait un malheur en l'état du Cameroun. Jean de Dieu Vouna, comment est-ce que vous interprétez justement ce signal qui est donné à la classe politique et même justement aux partenaires bilatéraux et multilatéraux? Il faut avoir lu le texte pour le comprendre aussi, parce que beaucoup de gens parlent du texte de loi sans l'avoir lu. Les prérogatives du vice-président sont assez claires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il représente le chef de l'État à l'international. C'est clair, c'est écrit.
Je l'ai lu hier. Donc c'est de nature à rassurer les investisseurs. Justement, vous répondez, parce que vous savez qu'en Afrique, à chaque fois... Il ne représente pas le chef de l'État à l'extérieur. On dit que le président de la République peut déléguer certains pouvoirs. Il faut faire très attention. Je dis que j'ai lu représentation aussi. Il représente le président de la République à l'international. Délégué. Noir sur blanc. Délégué. Je suis en train de dire que... Laissez-moi. J'aurais fait une digression, monsieur le politologue. Jean de Dieu, ces compétences, président, qu'il attribue, il y a des compétences qui sont attribuées au ministre d'État SGPR. Non, écoutez. Il y a des compétences qui désormais seront aussi au vice-président. Ça fait beaucoup. Non, écoutez, la Constitution. Il contrôle sa machine. Attendez, la Constitution a changé. On ne peut plus être sûr que ce qui était conféré au SGPR sera encore là. Est-ce qu'on a abrogé? Pour le moment, écoutez, nous sommes en pleine réforme. C'est justement pour ça. C'est justement pour ça qu'on a précisé dans la Constitution. S'il vous plaît. On n'a pas donné des missions précises au Premier ministre. Il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir pour qu'il exerce. Ça veut dire que le président peut décider de lui déléguer expressément le pan diplomatique. Merci Paul Stéphane. Jean de Dieu, vous n'avez la parole. Jean de Dieu, vous allez-y. Le texte est très spécifique. Les gens parlent, ils n'ont pas lu. Donc, on n'a pas lu le texte. Mais il me dit qu'il représente le chef de l'État sur le plan international. C'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, nous le savons déjà, qu'à certains sommets, il n'était que représenté. Et vous savez par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Et vous savez que le Premier ministre ne signe rien. Lorsque les chefs d'État se réunissent, à un moment, on demande aux représentants de la délégation de s'écarter parce qu'il n'y a pas un chef d'État. Maintenant, il est probable que le Cameroun relance sa diplomatie d'une manière offensive sur le plan international. Et rassurer, comme vous dites, les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il faut le souligner, à chaque fois que nous sommes à la fin d'un règne, il y a des inquiétudes. C'est vous qui dites qu'on est à la fin d'un règne. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Et c'est clair que nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons vécu à chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir, et à chaque fois nous sommes à la fin d'un règne, il y a des risques de troubles, de guerre civile et autres. Cette réforme constitutionnelle est une construction. C'est un construit. Ce n'est pas pour pérenniser, comme le disent certains, une oligarchie. Non, c'est une construction pour préserver les acquis. Parce qu'il y a des acquis. Pendant 43 ans, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des acquis. Et il faut préserver ces acquis. Paul Stéphane a noté ici le manquement de la gouvernance. Dans le même texte, il est clair que le vice-président, pendant 10 ans, on a eu à contester les hautes instructions. Et ça a plombé la gouvernance. Maintenant, quand le vice-président pourra signer et donner une instruction, on ne dira plus que ce n'est pas, on ne pourra plus contester. Il y a donc là une question de leadership et de management. Parce que c'était contesté. Et ça a plombé carrément la gouvernance au point où nous nous sommes retrouvés avec donc des can-gates, des gates, et on n'en plus finir. Il faut donc rassurer le peuple camerounais que nous sommes dans une continuité pour la stabilité, parce que ça ne sert à rien de dire d'avoir une meilleure constitution et après la guerre. Ça ne sert à rien d'écrire des belles choses qui ne rassurent pas, qui ne garantissent pas, qui cassent, qui détruisent, comme nous avons vu ailleurs. Il est question ici que pour un homme sage qui a mis autant de temps dans la question des pouvoirs, il est question de pérenniser, non pas son pouvoir, mais les acquis de son prédécesseur. Il faut qu'il change beaucoup de choses, il ne peut pas pérenniser beaucoup de choses. Écoutez, vous allez chuter. Écoutez, parce que justement on me coupe et on me perd la parole. Nous sommes en pleine réforme. Jusqu'à présent, les députés sont à l'hémicycle pour le faire. Et il l'a promis. C'est donc dans cette construction que nous sommes en train d'y aller. Il faut assumer que, je le répète, que c'est notre histoire. Et le vice-président n'est pas une coquille vide, tel que j'ai lu. Il a un rôle
fort, il a un rôle puissant, il a un rôle à l'international. Et pour gouverner un pays aussi complexe que le Cameroun, il faut être imprégné des questions géopolitiques. C'est pour cela qu'on lui donne un rôle à l'international. Merci, merci. S'il vous plaît. Non, c'est important. C'est important qu'il va lire. Merci, Jean-Dieu. Merci. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Oh là là, Paul Stéphane. Qu'est-ce qu'il vous fait absolument? S'il vous plaît. Jean-Dieu, merci. Oui. Article 10. Oui. La loi qui va être modifiée. Oui. Article 10, alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président, Oui. au premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains aux responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Il n'y a pas de mission concrète assignée au vice-président. Pour le moment. Pour le moment. Permettez quand même que j'explique. Parce que le pouvoir est bicéphale au Cameroun. Il y a les missions du Premier ministre, les missions du président de la République. Ça veut dire que c'est le président de la République, de façon discrétionnaire, en temps opportun, qui peut décider que monsieur le vice-président, voilà les pouvoirs que je te délègue. Merci Paul Stéphane. Et vous donne une minute, Jean-Dieu, allez-y. Je répète, Paul Stéphane, que le texte qui est voté, qui a été voté. Ça, non, c'est pas ça. Vous n'avez pas tout lu. Vous avez lu un article. Je vous répète que le texte, je vais vous le passer. Le texte stipule clairement que le vice-président va représenter le président à l'international. C'est noir sur plat. Je l'ai lu hier. J'ai fait une émission dans un média, un autre média hier, où le texte était là. Et ça prouve que si ce que je dis là, nous allons vérifier. Si ce que je dis est vérifié, le poste de vice-président au Cameroun n'est pas vide. Il a Merci. son sens. C'est pas le débat à ce niveau. Maître Jean-Guy Zogo, alors, Jean-Dieu Vouna évoque un poste qui procurerait de la stabilité, de la pertinence au positionnement international stratégique du Cameroun. La question qui revient, est-ce qu'on peut être stable lorsqu'il y a une flambée pareille en termes d'institutions? Est-ce qu'on peut être stable lorsqu'il y a un gros point d'interrogation sur la personnalité qui devra assumer cette haute responsabilité? Est-ce qu'on peut être stable justement sur le profil? Parce que les questions aussi de profil dans un pays, et il l'a encore dit, aussi complexe que le Cameroun, alors que justement des entités contradictoires se posent déjà. On parle d'anglophones, comme dans le passé, avec Tandemuna, Foncha et les autres. On parle d'un équilibrage avec le Nord Cameroun. On parle de l'Ouest. On parle même de l'Est, qui, depuis quelques moments, se sent un peu oublié dans le partage. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette arrivée d'un poste de vice-président, on est en train de construire la stabilité? Ou alors, l'effet contraire peut tout de suite être remarqué avec des tensions communautaires à l'infini? En principe, la passe d'armes à laquelle nous venons d'assister entre Paul Stéphane Mununga et Jean de Dieu Vouna vous montre une seule chose. Nous avons une constitution floue. Or, la constitution a vocation à être claire. Et comme je vous ai dit, la constitution est la norme des normes. C'est d'elle que découlent les autres. La constitution consacre. Dès que vous dites dans une constitution, le président peut, il y a déjà un problème. Faites tous les tours de présentation intellectuelle que vous voulez. Quoi? Il doit ou il pourrait? Ce n'est pas que j'aurais aimé. C'est que dans une constitution, le président de la République fait. Consacre. La constitution consacre des faits. Donc, moi, mon souci, c'est, je dis toujours que ce n'est pas tant de liberté dont on a besoin que de n'être enchaîné qu'à ce qu'on aime. Les Camerounais n'aiment pas leur pays. Les gens n'aiment pas assez l'Afrique. Quand Kwame Nkrumah vous disait que je ne suis pas africain simplement parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi, c'est que les gens n'ont pas encore compris que pendant que nous sommes en train de faire des débats de chiffonniers chez nous, les autres avancent. Les autres viennent chez nous nous spolier. Ils rêvent même de nous réduire à nouveau en esclavage de manière claire. Et ils s'organisent pour cela. Et ils s'organisent pour ça, je suis désolé. Si on vous avait dit il y a encore 6 mois que l'Iran a la capacité de fermer le détroit d'Ormuz, et que les États-Unis ne pourraient rien. Tous les exégètes camerounais, les politistes et autres, vous aurez dit que non, la puissance américaine permettrait que l'OTAN permette. Aujourd'hui là, avec 40 ans d'embargo, l'Iran
a construit un système de défense qui lui permet de fermer le détroit d'Ormuz. Ça, c'est ce qu'on appelle une constitution civilisationnelle. Le guide suprême iranien a été assassiné, remplacé dans la foulée. Il n'y a eu aucune contestation, aucune bagarre. Personne ne se demandait comment on va faire pour le remplacer. Le système de dévolution du pouvoir est civilisationnel. Chaque peuple choisit sa manière de désigner ses dirigeants. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière alambiquée comme on veut le faire au Cameroun. Vous avez l'impression que c'est alambiqué? C'est alambiqué. Alors que le Parlement s'est réuni, il y a un congrès, les représentants du peuple sont là, la procédure ou alors la routine parlementaire a été respectée avec le projet de loi de l'exécutif. C'est ce qui est. Vous dites alambiqué, c'est mal interprété, Maître Guidogo. Nous, on s'en fout des interprétations des gens. Hein. Nous, on dit ce qu'on pense et on assume. Je vous dis que... Tout simplement. Je vous dis que... Je vais être très clair. Si le président de la République, Paul Biya, dont moi j'ai lu les discours d'ouverture des travaux et de clôture des travaux, du 4e congrès ordinaire de l'UNINC, de 85 à Bamenda, veut effectivement que ceux qui... Parce que quand il a lu ce discours, j'avais 5 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire que je suppose qu'il parlait d'une certaine jeunesse à laquelle j'appartiens. S'il veut que nous retenions de lui qu'il a balisé le chemin de notre rencontre avec l'histoire, mais qu'il nomme Maître Zogo vice-président. Pourquoi? Vous prêchez pour vous, là. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que les débats sur Nord, Ouest, Sud, c'est simplement la continuité d'un partage du gâteau. Alors que si le vice-président doit finir le mandat et poser les jalons d'une nouvelle république, il faut que celui-ci soit capable d'opérer une césure idéologique avec l'ordre établi. Ça veut dire qu'à la réalité, il doit prendre tout le monde au court et nommer Zogo Jangui vice-président de la République. Là, on est sûr d'une chose. Merci. Attendez, je finis. Finissez. Là, on est sûr d'une chose. Là, on est sûr d'une chose. Là, on est sûr d'une chose. C'est que vous avez un type qui, en Chine, on nous appelle l'empire du milieu, les quarantenaires. Je suis à la lisière haute de la jeunesse. On n'est pas en campagne. À la lisière basse. Oui, je vous l'explique. Mais c'est une forme de campagne. Pourquoi? Parce que quand vous dites que il faudrait que ce soit un gars du nord-ouest ou du sud-ouest, de l'ouest pour soi-disant régler la question anglophone, je ne suis pas sûr que les anglophones ont pris les armes pour avoir un vice-président. Ça se saurait. Le nord non plus, si on entre dans la bataille du nord, nous on vous dirait que nous étions les premiers à diriger le Cameroun et qu'on nous a volé le pouvoir, nous de la Léké, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, que les 3 missions d'un leader, c'est la vision, l'alignement et le contrôle. On a une vision floue. Pour ne pas dire qu'on n'en a pas. Maître, merci. Donc, par conséquent, de 2 choses l'une, soit le vice-président au Cameroun sera simplement un moyen de pérennisation de l'ordre établi, soit alors on va nommer quelqu'un qui est capable d'opérer la césure. Merci, merci. Paul Stéphane, c'est vous qui aurez le mot de la fin. En 1 minute, comment est-ce qu'on sort de cet imbroglio alors que l'on sait justement que la machine est quasiment lancée? J'ai envie de dire qu'à l'état actuel des choses, c'est difficile. Le président va promulguer sa loi et en fonction de ses humeurs, il va nommer son vice-président. Voilà. C'est au peuple camerounais, parce qu'il faut s'adresser à 2 entités. Au peuple camerounais et aux opposants. Voilà. Faites le nécessaire. Merci. Pour qu'en 2027, vous changez cette constitution qui ne correspond à rien. Voilà. Merci. Merci Paul Stéphane Menunga. Votre message, on espère, n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisque vous vous adressez au peuple d'Afrique, au peuple de l'opposition au Cameroun, plus précisément. Nous, on va s'adresser à vous qui nous avez écrit de par le monde. Malheureusement, les contributions, on ne peut malheureusement pas les relayer, puisqu'elles sont nombreuses, elles sont infinies. On va vous dire merci, c'est une preuve. S'il en fallait encore que Ouro Africa, c'est l'Afrique véritablement qui s'exprime chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. J'aimerais tout de suite vous donner rendez-vous lundi prochain à la même heure pour une autre saga, toujours pour l'éveil de conscience sur le continent africain. Bien au revoir.